Qui vont débuter incessamment. La clôture de la phase de groupe sera évoquée dans cette émission. Est-ce que le réveil peut alors sonner pour les grandes écuries dont le Real Madrid ou encore le Paris Saint-Germain qui se retrouve encore pour une deuxième saison de suite au barrage de la Ligue des Champions? Ça sera autour de cette émission qu'on parlera avec notre invité. Mais avant d'y aller, on prend d'abord la page d'actualité avant de vous donner bien évidemment ce qui va faire le contour du débat. L'actualité est dominée par les interclubs de la CAF avec le match de la 4e journée dans les camps. On commence par la Coupe de la Confédération, plutôt par la Ligue des Champions, où aujourd'hui nous donne 4 rendez-vous. Les matchs en cours, c'est Simba contre Espérance des Sportifs de Tunis. 2-1 pour Simba en ce moment. Et il y aura à 17h Pyramide qui va jouer contre Renaissance de Berkane. River United contre Power Dynamos. Et puis il y aura MC Alger contre le FC Saint-Ouen, Popo, les matchs qui intéressent plus le Congolais, qui va se jouer à 20h juste de Kinshasa. Il sera 21h à Lubumbashi. Et pour la Coupe de la Confédération, le match qui concerne le Congolais vient de se terminer. Il a opposé Maniema Union au Wydad Athletic Club de Casablanca. Victoire de Congolais 2-1 avec les billes de Beni Namboka et Jonathan Pitroipa pour le Congolais qui reviennent à la longueur de WAC avec 9 points au compteur. Mais la suite de ces matchs, il y a Otoyo qui joue à IFU 1-0 pour Otoyo. À la 67e minute, il y a Stellenbosch qui joue au SR Belouizdad. Stellenbosch est mené à la maison 0 contre 1 à la 69e. Kaiser Chiefs mène contre Zesco United 1-0 à la 68e. Il y aura également à partir des 17h Djoliba qui va jouer contre l'USM Alger. Azam FC dans le groupe de Maniema Union qui va jouer contre Nairobi United, et puis Olympique Safi va jouer contre San Pedro, et il y aura également les matchs qui vont opposer Al Masry à l'équipe de Zamalek. Sont là en tout cas les affiches qui sont prévues pour la journée d'aujourd'hui en ce qui concerne le match de la Coupe de la Confédération africaine ainsi que ceux de la Ligue des Champions. On va surtout suivre la rencontre Lupopo contre MC Alger de tout à l'heure à 20h juste de Kinshasa pour savoir si les cheminots auront la force de se relever. On va également parler de la Ligue des Champions européenne. Là, il faut savoir qu'après la fin de la phase de groupe, il y a maintenant le tirage au sort de barrages plutôt qui a été effectué. Et il y aura l'affrontement entre deux clubs français, Monaco contre Paris Saint-Germain. Et la suite verra Galatasaray jouer contre la Juventus de Turin. Benfica sera aux prises avec le Real Madrid. Un retrouvaille entre Benfica et le Real après cette défaite du Real face au Benfica. Et puis Dortmund va jouer contre Atalanta. Il y aura également Karabakh contre Newcastle, Club Brugge contre l'Atlético de Madrid. Il y aura Bodo Glimt contre l'Inter de Milan et Olympiakos contre Bayer Leverkusen. Et dans la suite, par rapport aux affiches qui vont nous promettre le 8e de finale, on aura le vainqueur du match Monaco-Paris Saint-Germain qui pourrait jouer soit le Barça ou Chelsea. Il y aura le vainqueur de Galatasaray-Juventus qui pourrait jouer Liverpool ou Tottenham. Le vainqueur de Benfica et Real jouera soit Sporting ou Manchester City. Le vainqueur de Dortmund-Atalanta jouera Arsenal ou Bayern. Ça sera l'une des grosses affiches également. Et puis il y aura également le vainqueur de Karabakh-Newcastle qui en découdra avec soit Chelsea ou Barça. Club Brugge Atletico contre Tottenham ou Liverpool, Bodo Glimt Inter contre Manchester City ou Sporting CP et Olympiakos contre Leverkusen qui vont jouer Bayern Munich ou Arsenal. Donc ce sont là les affiches et les compositions de la Ligue des Champions pour les tours de barrage ainsi que le 8e de finale. On enchaîne avec la partie actualité pour parler maintenant de la Coupe du Congo. Concernant la Coupe du Congo, plusieurs rencontres se sont jouées et nous sommes à l'étape de deuxième tour de préliminaire de Kinshasa. Et là, voici les affiches qui vont se jouer. 5 matchs au total. AF Ange Vert jouera contre Novakin. AF Les Aigles jouera contre Céleste FC.
Il y aura Salvador qui va jouer contre Banadora, AC Rangers contre RC Golf, et puis l'AS Vita Club de Kinshasa jouera les Daring Clément Mapembe. Et pour ces matchs, il y a encore beaucoup de choses à en dire parce que les Daring Clément Mapembe est toujours lié à un contentieux qui l'oppose aux Aigles du Congo. Et d'ailleurs, la Fédération congolaise de football venait de faire une lettre adressée à la Fédération internationale de football, l'association la FIFA, pour vérifier également si le Daring Clément Mapembe est en ordre ou pas. Enfin, en tout cas, de décider du sort des Tumpamaros par rapport à l'évolution ou au futur de leur présence, que ce soit en Coupe du Congo ou même au championnat de la Lina Foot, parce que là également, il y aura des équipes qui vont émettre deux réserves. La suite de ces informations, c'est parler du football féminin avec le match qui va opposer les Léopards Dames de la RDC U20 aux éléphants de la Côte d'Ivoire U20. Ça sera pour la manche aller le 8 février 2026, ça veut dire que c'est dans 7 jours. Et le match retour se jouera le 14 février prochain à Kinshasa, selon les programmes, mais ça se jouera probablement à Lubumbashi parce que le stade de Martyrs étant fermé. Alors, de ce côté-là, en image, vous allez voir que les Léopards Dames de la RDC ont bien commencé les entraînements, la préparation pour ces matchs-là, cette double confrontation contre les éléphants de la Côte d'Ivoire pour la Coupe du Monde Pologne 2026 de la catégorie. Et ces léopards dirigés par l'entraîneur Sandra Makombele se préparent comme ça avant le déplacement de la Côte d'Ivoire dans les prochains jours. Les matchs est prévu à 17h à Abidjan, ça sera le 8 février. Et pour ce faire, une liste avait été publiée de quelques joueuses qui vont représenter la RDC pour cette double confrontation. On aura par exemple Nyota Élysée de Lupopo, Camus Dorcas de Amani, Bekou Kapissia de Amani également comme gardienne, Mouenga Valentine, Erita Mukanda des Aigles du Congo, Sengani de Bikira, Mbangala Nyota de Bikira, Mouila Vanessa de Ossel City, Mbo Élysée de Mazembe, Lema Béatrice de Amani pour la défense. Il y aurait également Mukubai Catherine de Bikira, Tsangu Murphy des Aigles du Congo, Ephraim Ouata des Aigles du Congo, Kondirit de Msichana, Ipo Parachel de Denis Sport, Mayamba Cynthia de Amani, Mayamba Hélène de Amani, Simba Sephora de Msichana ou Musa Gloria de Amani, Asakito Yambongo de Promo Sport pour les milieux du terrain. Il y aura Kalumba Grace de Bikira, Mukengela Esther de Bikira, Chituka Vero de Lupopo et Kianga Rebecca des Aigles du Congo, Makuta Ornella de Msichana et Mangika Mungeya Olive des Aigles du Congo comme attaquantes. Sont là les retenus de Sandra Makondele pour ces matchs qui vont opposer les léopards I-20 aux éléphants I-20 de la Côte d'Ivoire. Et puis on va terminer pour cette partie actualité par cette visite touristique de l'ancienne internationale belge Cécile Desgernier qui était à Kinshasa pour en tout cas voir également de se proposer comment évolue le football féminin au Congo. Elle est à ce moment à Kwilu Ngongo où elle va également inspecter Kwilu Foot. De son passage à Kinshasa, elle a visité les Aigles du Congo Dames ainsi que Bikira. On va suivre son avis et ses impressions par rapport à ce qu'elle a vu à Kinshasa. Là, moi, je suis responsable d'une section féminine du BX Brussels. Faut en parler parce que sinon ils vont m'en vouloir si j'en parle jamais. C'est un club qui a été fondé par Vincent Compagnie et c'est un vrai beau projet. C'est un projet social, mais il y a un vrai projet sportif derrière. Et avec les filles, on essaye de faire progresser aussi, d'encadrer le mieux possible les filles et de les faire progresser au niveau sportif. Et donc j'entraîne une des équipes aussi dans cette section-là. Et puis je suis consultante à la télévision belge pour les filles et pour les garçons, pour le championnat aussi des garçons quoi. Et puis avec la Coupe du Monde qui arrive là aussi normalement. J'ai pas encore mon programme mais je leur redis s'il faut me prendre. Pour les matchs de la Belgique ou pour les matchs de peut-être du Congo on espère. Donc on verra mais voilà je fais consultante et puis toute la formation, l'encadrement des jeunes etc. Quand j'étais toute petite juste il y avait tout le temps des ballons en dessous de mes pieds et je sais pas expliquer pourquoi mais juste j'ai beaucoup aimé ça et puis après il y a eu
des possibilités de jouer à des plus hauts niveaux en Belgique, et donc j'ai toujours fait ça, et puis j'ai eu de l'ambition, et donc ça s'est bien passé pour moi. Moi j'ai toujours regardé beaucoup les milieux de terrain. Alors mon joueur préféré je pense de tous les temps c'est Zinedine Zidane, mais je joue au milieu de terrain donc j'ai beaucoup regardé les milieux de terrain. Mais donc je pense que mon modèle ça a toujours été Zizou. Mais bon, je joue pas du tout comme lui. J'ai été sélectionné quand même tard dans ma carrière parce que on a changé de coach, et donc c'est à ce moment-là, et donc j'étais un peu là avec des grands yeux. C'est trop bien. Si tu joues au foot, évidemment, t'as envie de faire ça un jour, de jouer avec l'équipe nationale. Donc c'était beaucoup de découvertes et c'était très intense parce qu'on te demande beaucoup de choses en une fois que tu connais pas, et donc mais j'étais contente d'avoir fait ça. J'ai pas de 10 titres, je crois que j'en ai 6, mais c'est vrai qu'il y a des coupes et tout, donc c'est vrai que c'est des trophées, mais le plus beau souvenir c'est quand on a gagné la Benelux. Tu sais, on joue un championnat avec les Pays-Bas, et donc on jouait contre l'Ajax d'Amsterdam, contre Twente, tout ça, qui était professionnel. Nous on n'était pas tout à fait professionnels, et on a quand même réussi à les battre, et ça faisait plusieurs années qu'on travaillait pour ça, et je pense que quand on a enfin réussi, ça à mon avis c'est mon meilleur souvenir. Ouais, alors les choses elles évoluent bien. Moi je trouve que ça évolue pas assez vite, mais les choses elles évoluent bien, elles se structurent bien dans les clubs, c'est plutôt stable. Moi j'espérais que ça allait encore plus grandir, mais c'est plutôt stable, en tout cas ça baisse pas. Donc voilà, on attend que les jeunes soient de mieux en mieux formés pour venir renforcer l'équipe nationale et faire progresser notre équipe nationale, mais c'est plutôt pas mal. On a un niveau qui est plutôt stable. Maintenant il faut qu'on passe une étape, quoi. Alors évidemment c'est des conditions très différentes, hein. Vous savez tous, on est allé hier chez les Aigles du Congo, ici aujourd'hui à Pira. C'est vrai que c'est pas les mêmes conditions d'entraînement, et tu dis il y a beaucoup de talent. Si elles avaient encore des meilleures conditions, ça progresserait tellement plus vite. Ce serait vraiment mais ce qui me plaît c'est de voir l'intensité, ça joue trop bien. Franchement j'étais hyper impressionné. Mais tu dis si on les met dans des meilleures conditions, encore meilleures conditions, ça va être, elles vont tellement progresser encore plus, ça va être incroyable. Alors les infrastructures, c'est vrai qu'en Belgique c'est beaucoup plus carré pour l'instant, même si comme je disais, on est allé voir les Aigles et on sent qu'il y a une volonté de faire progresser les infrastructures, et je pense partout, mais c'est vrai qu'en Belgique elles sont là, et les filles elles profitent des infrastructures des garçons, et donc c'est plus facile évidemment parce que tout est déjà en place. Mais ce que je trouve c'est que les conditions qui sont parfois plus difficiles, ça renforce une équipe, ça challenge une équipe, ça les oblige à mettre beaucoup plus d'intensité dans les entraînements, et je trouve que dans ce que je vois ici et dans ce que je vois dans l'équipe que moi j'entraîne par exemple, j'ai envie de leur dire, s'il y a un truc qu'il faut retenir, c'est l'intensité qui est incroyable ici, et tu dis en fait avec ça, avec la puissance, tu peux tout faire derrière, et ça c'est une différence positive en RDC, c'est qu'il y a une puissance qui se dégage de chaque entraînement, de chaque joueuse, qu'on ressent peut-être parfois moins en Belgique, où tu as peut-être un peu moins de passion parfois. Ici tu sens que c'est tout, quoi, il faut tout donner, et ça je trouve ça incroyable. Quand tu as la passion, tu peux tout faire, et ici c'est ce qu'on ressent, je trouve. Quand tu viens voir un entraînement, tu sens à quel point le foot c'est leur vie, quoi, et je trouve que c'est le plus important. Moi j'ai toujours, il faut prendre du plaisir, mais j'ai toujours pris beaucoup de plaisir en travaillant, en m'entraînant, en voulant progresser, et je pense que quand tu es passionné, c'est vers ça qu'il faut aller, et je crois qu'elles le font déjà très bien. Cécile Desgernier, ancienne internationale belge et actuellement entraîneur à BX Bruxelles, l'équipe de Vincent Compagnie. Elle est également consultante à la télévision belge RTBF. Elle répondait à nos questions par rapport à sa visite à Kinshasa et surtout la suite parce qu'elle est actuellement à Kwilungongo pour visiter également l'académie de football de Kwilu Foot. On n'a pas parlé également de l'entente provinciale de football féminin de Kinshasa où le championnat féminin avait bel et bien commencé depuis vendredi avec 2 matchs au programme dont la victoire large
des Aigles du Congo pour son premier match sur la note de 8-0 devant la formation des MSF Bilengue. Dans la suite également, on a eu la victoire du CSF Bikira contre l'équipe de Denis Sport sur la note de 7-0. Et hier samedi, au stade Tata Raphaël, comme vous le voyez en image, il y a eu la large victoire du FCF Amani contre la formation des Maranatha sur la note de 11-0. 11-0. Et au royaume de Vitesse, actuellement, il y a Rebecca Kianga avec ses 3 buts, Bénédicte Kamba Kanza avec 3 buts également, et Gloria Mboudinosa qui complète ses trios avec 3 buts marqués. Plusieurs joueuses également compte 2 buts à chacune, et le 4e match qui devrait se jouer devrait opposer la formation de Verclair Football Féminin à Espoir de Kinshasa. Ce match a tout simplement été reporté pour raison de disponibilité d'infrastructures. Alors on va attendre les calendriers pour la suite du championnat également. Vous le savez, dans cette émission on va parler de la Lina Foot avec 2 matchs qui se sont joués depuis hier. Il y a eu par exemple la victoire, plutôt les matchs entre les Aigles du Congo et la formation de l'AS Club de Kinshasa, 0 but partout. Et en ce moment, des matchs sont en cours en train de se jouer. Saint-Luc qui mène contre Tchinkunku 1-0. Pandabé 50 contre Goubazano, 0 but partout. Il y a MK et Céleste qui jouent en ce moment également sur la note des 0 but partout, et donc sont là les quelques matchs qui sont prévus. Ça est terminé pour cette partie actualité. Tout de suite, on prend les débriefs avec notre intervenant. Vous le savez, on va parler des championnats nationaux. On parlerait également de décision de la CAF sur la finale qui avait opposé le Maroc au Sénégal. Amis sportifs, je l'avais bien annoncé à l'introduction, je ne serai pas seul sur ce plateau, je serai avec Dan Bonganga qui nous a rejoint et qui va débriefer avec nous toute l'actualité, mais également nos 2 grands sujets de ce soir. Dan, bienvenue sur KMC. Merci Giovanni, et bonjour à ceux qui nous suivent en ce moment. Alors, on va commencer par, bien évidemment, la Ligue des Champions avec ce tirage au sort pour le barrage. Est-ce un tirage surprenant ou c'est les moments où les grandes écuries vont, en tout cas, prendre les choses au sérieux? Bon, pas assez surprenant parce qu'on savait déjà il y avait que 2 possibilités pour chaque club. Soit vous tombez contre une équipe, soit ça sera l'autre. Par exemple, pour le Real de Madrid, c'était soit Bodo Glimt, je pense, soit contre Benfica. Contre Benfica. Donc, il n'y avait pas assez de surprises. Mais non, c'est le moment de vérité. Ce n'est pas la période où vous allez tergiverser. Par exemple, pour le Real de Madrid, ils ont dû traverser une période assez difficile. Déjà en championnat, se faire distancer petit à petit par Barcelone. Ils ont perdu la finale de la Supercoupe. Ils ont dû perdre 2 points en chemin pour cette qualification directe au niveau des 8e de finale. Maintenant, c'est un nouveau temps qui arrive, c'est une nouvelle compétition qui commence. Ce sont des matchs aller-retour. Ils ont l'expérience de jouer ces genres de matchs. Également pour le PSG qui sera opposé à l'AS Monaco. Mais après, il faudra aussi rester vigilant quand on sait que les Real pouvaient se dire qu'on va à Lisbonne pour aller gagner. Ils n'ont pas gagné. Pire, ils perdent sur un but d'un gardien, et puis ils perdent des joueurs, là où ça peut aussi faire mal, parce que Asensio et Rodrigo ne joueront pas le match aller, peut-être aussi le match retour, ou regarde peut-être les sanctions qui peuvent arriver après. Mais c'est un moment de vérité, ils doivent directement se mettre au niveau. Même malheureusement pour les Real, même aujourd'hui quand ils jouent contre Rayo, ils n'arrivent pas à faire la différence dès les débuts. Et aujourd'hui, c'est une équipe du Real qui tâtonne. Oui, c'est un moment de vérité. Oui, ce sont des grands clubs qui peuvent à tout moment se réveiller, mais il faudra aussi rester vigilant. Il faudra se dire que rien ne sera facile et rien ne sera donné comme cadeau. On parle du Paris Saint-Germain qui tombe sur Monaco. Est-ce un piège pour le champion en titre? Non, à la mesure du possible, pour les 2 matchs, Paris va sûrement se qualifier, mais là où ça sera difficile, c'est après, soit vous jouez Barcelone, soit vous jouez Chelsea. Donc, s'il faudra que Paris puisse doubler la Ligue des Champions, c'est maintenant, et qu'il faudra
se remettre au travail et puis afficher les niveaux de la saison passée. On a vu le Paris éliminer Liverpool, faire un match retour énorme au niveau d'Anfield. Ils ont enchaîné devant Aston Villa, ils ont battu Arsenal jusqu'à faire cette finale devant l'Inter de Milan. Mais maintenant, c'est une équipe de Paris Saint-Germain qui ne rassure pas. On l'a vu durant la phase des poules, ils ont perdu contre le Bayern, même en championnat, ils ont perdu pour une première fois depuis plus des 10 ans à Vélodrome contre Marseille. C'est une équipe qui traverse aussi des temps difficiles. Ils étaient aussi frappés par des blessures. Le joueur commence à revenir, mais ça ne donne pas par rapport à la saison passée. Ils ont perdu aussi. Ousmane Dembélé qu'on ne sent pas au même rythme que la dernière saison. Ça a toujours été le problème des Dembélé, avoir la succession des constances. La régularité, ils n'arrivent pas. Ils ont surtout perdu Donnarumma. C'est là où je serais désolé avec les dirigeants du Paris Saint-Germain. Vous ne pouvez pas libérer Donnarumma avec la saison dont il a fait l'année dernière et surtout les remplacer par qui? Chevalier, certes, c'est un joueur prometteur, c'est un jeune joueur, mais il n'a pas les épaules pour assumer ses grandes responsabilités au niveau d'un club comme le Paris Saint-Germain. D'où vous reposez 2 fois sur Savonov, mais après, on connaît tous son niveau, il n'est pas aussi un gardien XXL. Donc le Paris Saint-Germain, ça a tout d'être un piège, mais ils vont se débarrasser sûrement de Monaco, mais là où ça va devenir difficile, c'est au niveau des 8e de finale, parce que le Barça, qu'on le veuille ou pas, c'est une équipe qui marche sur l'eau aujourd'hui. Le Chelsea, on l'a vu en phase des poules, ils ont battu Barcelone. C'est une équipe qui sait répondre présent dans des grands matchs. Ils ont tenu tête à Manchester City et on sent aussi que de ces côtés-là, ça ne blague pas. L'autre qui a tenu tête à Manchester City, c'est Bodo Glimt, qui a non seulement battu City, mais qui est allé récidiver en battant également l'Atlético de Madrid. Mais là, il tombe sur l'Inter Milan, sachant que dans la suite, ils peuvent retomber encore des qualifications sur City ou Sporting. Mais est-ce que c'est plutôt un piège pour l'Inter qui tombe sur une équipe en confiance qui a gagné City et l'Inter et l'Atlético Madrid surtout à l'extérieur? Ça peut toujours faire peur parce que on pensait que Bodo Glimt a su profiter devant City le fait de jouer à domicile, mais ils sont allés en Espagne pour battre l'Atlético de Madrid. Ils étaient d'ailleurs menés dans ce match, ils sont revenus au score avant de prendre l'avantage. C'est une équipe aujourd'hui à prendre vraiment au sérieux. S'il faudra respecter l'adversaire, comme on le dit, pour l'Inter, c'est faire un match complet à l'aller tout comme au retour, parce que avec ces règles de début marquées à l'extérieur qui n'existaient plus en Europe, ça devient compliqué le fait de gérer les 2 matchs de la même manière et gérer aussi avec la même pression. Donc c'est à l'Inter de faire du boulot et surtout sachant qu'en ce moment, Bodo Glimt profite de son domicile par rapport au climat où il fait très frais et ils peuvent être dérangeants pour l'Inter Milan qui est finaliste quand même de la dernière saison, il faut le rappeler. Ça a tout d'être un match piège pour l'Inter, il faudra être au niveau, faire ce qu'on a l'habitude de faire parce que l'Inter en championnat c'est le premier, c'est l'équipe qui réussit bien à négocier ces matchs. Il faudra refaire ces mêmes prestations au niveau de la Ligue des Champions et surtout si l'Inter doit aller aussi loin que ça dans la compétition, il faudra passer par des matchs comme ça. 2 fois les tirages, je serai clément avec vous, mais il faudra répondre au présent, même si demain il tombait sur le Sporting, ce n'est pas gagné d'avance. C'est à ce niveau de la compétition, aucune équipe n'est à négliger, que ce soit Bodo Glimt, que ce soit Real de Madrid. Il faudra à tout moment être à la hauteur pour ne pas tomber dans le piège. Et donc on va suivre en tout cas de près ce que va donner ces matchs-là entre l'Inter Milan et Bodo Glimt. Mais de l'autre côté également, il y a les interclubs de la CAF avec le club congolais qui sont engagés. Et on va commencer par la Coupe de la Confédération parce que le match venait de se terminer. Victoire de Maniema Union sur le Wydad Athletic Club de Casablanca. 2-1. Un résultat qu'il fallait pour les unionistes des Papiers Kimoto. Autant je suis soulagé parce que c'était le match le plus difficile pour moi sur le papier pour l'AS Maniema Union. Ils ont dû battre le WAC. C'était pas gagné d'avance parce que jouer une équipe comme le WAC, que ce soit chez vous, que ce soit au Maroc, ça a toujours été compliqué devant ces clubs maghrébins. Mais Maniema Union a su le faire. Ils ont dû batailler parce qu'ils savaient que s'il faudra aller chercher la qualification, ça passait sûrement par une victoire aujourd'hui contre le WAC parce que après, à la 5e journée, ils doivent aller jouer, on peut le dire comme ça, une finale contre l'équipe d'Azam. C'est l'équipe qui peut potentiellement revenir
au classement dans cette groupe, et il fallait absolument gagner contre Azam. Là où peut-être il faudra mettre un petit bémol au niveau des l'AS Maniema-Union, c'est buts encaissés à la dernière minute, parce que avec 2-0, vous avez la capacité, vous avez la possibilité d'être aussi premier au niveau de confrontation directe. Vous perdrez 1-0 au Maroc et puis gagner 2-0 ici serait peut-être l'idéal pour cette équipe de Maniema-Union. Et après, on ne peut pas s'empêcher de dire que les buts encaissés fera certainement tâche pour les hommes de Papi Kimoto, mais il faudra aussi souligner un fait, c'est le fait que Béni Namboka, pour une première au niveau des interclubs de la CAF, il a marqué. Depuis longtemps, on cherchait cet attaquant des potes capable de remplacer au mieux Jefte Kitambala qui marquait des buts. On a vu les attaquants se succéder, mais sans que l'un ne puisse s'imposer véritablement. On a eu Aboubakar, on a eu Chitenge Silva. Tous n'ont même Balako, donc le vrai remplaçant de Kitambala, mais qui personne d'entre eux n'a réussi à faire quelque chose de meilleur. Aujourd'hui, Naboka arrive, son premier match aux interclubs de la CAF, il vous marque un but. C'est un joueur qui peut certainement vous porter loin. Sachant surtout qu'Azam va jouer à domicile et peut encore gagner. Est-ce que cette victoire également ne met pas en difficulté et Maniema-Union et le Wydad, parce qu'ils auront Azam derrière à 3 points de les rattraper? D'ailleurs, le match le plus difficile aujourd'hui qui reste pour Maniema-Union, c'est le 16e match en Tanzanie contre Azam. Une victoire ou un match nul, ça sera l'idéal au vu de la qualification, parce que si Maniema partait là-bas et puis perdait peut-être le match, ça va être compliqué d'aller chercher les résultats aussi contre Nairobi, qui n'aura sûrement rien à perdre à ce moment-là, parce qu'une défaite aujourd'hui pour Nairobi, ça sera synonyme d'élimination. Mais après, il faudra aussi songer à ce que Maniema-Union puisse grandir, parce que certes, Maniema-Union peut facilement passer cette phase des poules, mais là où ça sera difficile, c'est au niveau des quarts de finale, parce qu'il n'y aura plus de petites équipes, il n'y aura plus de matchs de points, ça sera directement des éliminations directes. Il faudra tant dans les jeux convaincre, aussi savoir gérer, parce que le même problème pour Maniema-Union depuis les débuts de cette campagne africaine, c'est savoir gérer les dernières minutes. Ils ont encaissé un but contre l'équipe des Pamplimousse, je me rappelle, ici au stade des Martyrs. Ils ont encaissé un but avant ces tours de phase des poules, je ne me rappelle plus de l'adversaire, Royal Leopard, je pense. Ils ont encaissé un but à la dernière minute, et le match contre Azam n'eût été la maladresse des attaquants d'Azam. Ils auraient pu encaisser ces buts à la dernière minute. Et contre le WAC, c'est vers la fin du match qu'ils encaissent les buts au match aller. Et aujourd'hui encore, ils encaissent un but à la fin du match. Ça prouve à suffisance que c'est une équipe qui ne sait pas rester constante dans un match du début mais qui a réussi quand même à marquer 2 buts contre le Wydad, qui n'est pas moindre dans ce groupe-là. Si c'était un match à élimination directe, Maniema-Union serait éliminé. Surtout parce qu'il y a le but à l'extérieur qui compte encore pour l'Afrique. Il faudra rester constante pour Maniema-Union, du début jusqu'à la fin, savoir jouer de la première jusqu'au coup de sifflet final, pour que enfin Maniema-Union puisse peut-être aller si loin de la compétition. Mais j'ai toujours cru en Maniema-Union, à la capacité de se qualifier, et ça se confirme sur le terrain. Et l'autre représentant congolais qui va jouer ce soir, c'est les FC Saint-Éloi Le Popo, qui après s'être relancé dans la compétition a une occasion d'être dans le top de ce soir, parce que on va le dire, Mamelodi Sundowns a perdu son match contre Al Hilal du Soudan. Là, Lupopo, en cas de victoire, aura 7 points derrière Hilal à 8 points. C'est aujourd'hui ou jamais pour Lupopo dans cette compétition. Qu'il y crut après le match nul enregistré à domicile contre Al Hilal, tout le monde. Personnellement aussi, je pensais que les chances de Lupopo sont grillées. Mais quand je vois les résultats qui est arrivé du côté du match à Al Hilal contre Mamelodi Sundowns, on s'est dit que Lupopo a un coup à jouer. Mais les chances de Lupopo ne peuvent être bien protégées que par Lupopo lui-même. Ils ont leur destin entre les pieds. Ils peuvent aujourd'hui entrer en concurrence et dire qu'on peut mettre en difficulté cette équipe, et surtout Lupopo a aussi les armes pour inquiéter Mouloudia Club. Sachant que Lupopo, les seuls matchs qui lui restent à domicile, c'est celui qui va les opposer à Mamelodi Sundowns, déjà blessé par Hilal du Soudan,
qui viendra pour, en tout cas, s'évanger sur les restes des équipes, entre autres. Je parle des MC Alger et Lupopo, bien évidemment. Pour Lupopo, d'abord, il faut prendre le match, match par match. Si Lupopo veut réellement éliminer Mamelodi Sundowns, ou s'est donné la chance de jouer une finale devant Mamelodi Sundowns dans pratiquement peu de jours à Lubumbashi, il faudra gagner aujourd'hui. Une victoire de Lupopo aujourd'hui, ça sera synonyme de 7 points. Vous laissez Mamelodi à 2 5 points. Déjà, et ouais, puis, voilà, si vous arrivez à battre Mamelodi à domicile, c'est la qualification qui est acquise. C'est une qualification directe. Donc, les chances de Lupopo, c'est aujourd'hui. Il ne faut pas refaire les erreurs peut-être du match aller contre le Mamelodi, parce que Lupopo avait la capacité peut-être de tenir ses scores des 1 but partout jusqu'à la fin. Mais après, ils s'y sont sabordés. Ils ont perdu 3-1 tout en égalisant avec Pachalawane. Aujourd'hui, Lupopo va aller défier les Mouloudia d'Alger. Ce n'est pas aussi une équipe qui peut aussi faire peur. Certes, c'est une équipe expérimentée. Mathématiquement, qui n'est pas encore éliminée parce qu'ils ont 1 point et il en reste encore 9 à aller chercher parce que c'est la 4e journée et les Mouloudia peuvent toujours se réveiller. Donc, et puis quand on connaît aussi la situation des arbitres au niveau africain, on s'est dit que Lupopo... Surtout quand le match se joue au Maghreb. Donc Lupopo a ses chances, il faudra préserver ses chances. À défaut de gagner, il ne faut pas répartir d'Alger avec 0 point. Que Lupopo rentre au moins avec 1 point. Mais je souhaite, aujourd'hui, avec ce qui se passe dans ce groupe, je commence maintenant à croire à la qualification de Lupopo parce que après même la 3e journée, j'étais sceptique. Je me disais que Lupopo serait éliminé. Mais les réalités du football nous rattrapent à tout moment. Et ça m'a rattrapé. Et puis, je crois maintenant à une qualification de Lupopo. Quitte maintenant aux hommes de Guy Boukassa d'aller en Algérie et surtout ramener les 3 points qui vont faire énormément de bien et surtout qui vont relancer cette équipe. Match à suivre à partir de 20h juste de Kinshasa. Un match en tout cas très important pour les cheminots de Guy Boukassa qui doivent en tout cas tout faire pour les gagner et se relancer. L'autre actualité, et là on entre vraiment dans les vifs de notre débat de ce soir. On va commencer par la Coupe du Congo avec le résultat et surtout le deuxième tour qui va nous donner l'un des grands derbys congolais et vers club Daring Club Motema Pembe, sachant que c'est un match qui ne sera pas très facile pour les deux équipes, même si en ce moment les Daring Club Motema traversent des difficultés. Mais au vu de tout ce qui s'est passé, la grande question reste, c'est contentieux entre les Daring Club Motema Pembe et les Aigles du Congo. On parle des matchs qui auraient pu se jouer, mais que les Aigles ont boycotté. Sur le fond, est-ce que c'était la bonne décision pour les Aigles du Congo? Sur le fond, oui, mais après la forme a été biaisée par ces refus de jouer. Certes, le président Vidier Chimanga a dit qu'ils vont assumer les conséquences qui vont en découler peut-être de leurs actes. Après, il ne faut pas se faire juger parti. On l'a vu longtemps, peut-être au niveau de l'ENAFoot, que les équipes émettent des réserves, mais après, ça ne leur empêche pas de jouer. Les Aigles du Congo, ils ont eu gain de cause pour le match Renaissance et MK après combien de jours. Ils ont joué d'abord leurs deux premiers matchs, ils n'ont pas réussi à gagner. Ils sont allés au niveau des réserves, ils ont pu gagner des points. Après peut-être 1 mois, il fallait absolument jouer, surtout qu'ils étaient au stade ce jour-là. Pourquoi sortir ces joueurs pour dire qu'on ne joue pas au moment où le règlement n'a pas été respecté selon les Aigles du Congo? Mais après, quand ils disent qu'on ne connaissait pas les scores du match aller, à un moment donné, il faut être sérieux. Ils ont joué, ils ont fait match nul sur terrain. Il faudra travailler en tenant compte de ce score-là, des 1 but partout, avant que peut-être vous puissiez chercher des recours encore, jouer à fond pour remporter le match sur terrain. Si vous ne gagnez pas, vous avez encore la possibilité. Et surtout qu'ils avaient introduit leur réserve en bonne et due forme. Ils ont même dit qu'on a introduit notre réserve dans les délais. Donc, ils se sentaient toujours dans une position des raisons avant ou peut-être avant ce match retour. Je ne trouve pas la raison pour laquelle ils ont dû... Mais quand vous devez jouer contre une équipe de la dimension, par exemple, du Daring Motema Pembe, vous jouez les matchs aller, ils ne présentent pas du tout les documents, mais après, à la suite, on vous oblige de le rejouer
ça peut déranger d'une part, sachant ces conflits aussi qu'il y a entre les Mitema Pembe et les samouraïs des Aigles du Congo. Licence ou pas, ce sont des questions de forme. Sur les terrains, je n'ai jamais vu que les documents d'un joueur puissent marquer à sa place. Ce sont des joueurs qui les Aigles du Congo, ils ont eu le temps d'étudier, ils ont eu le temps de regarder et surtout de visualiser avant d'affronter et de se rencontrer au match retour. Mais là où je trouve peut-être que ces problèmes ou encore cette guerre pourrait profiter avec le club, c'est que si c'est avéré que Desampé a tort, les Aigles du Congo s'est fait juger parti dans une affaire qui était encore en cours. Il s'est rendu aussi la tâche difficile. Mais ils vont gagner l'air des matchs par forfait. Ils vont gagner le premier match par forfait. Ils perdront les seconds matchs par forfait. Parce que les officiels étaient là, ils ont constaté le forfait. Ils perdront ces seconds matchs par forfait. Et le double forfait, ça voudra dire que les deux équipes seront éliminées. Et c'est avec eux maintenant de profiter de cette situation, peut-être de se qualifier pour les derniers tours qualificatifs pour la LIFKIN, sans pour autant jouer ni les Aigles du Congo, ni les Desampé. Mais là où les Aigles du Congo ont pu fausser, c'est le fait de refuser de jouer ce match. Même pour l'image, je voudrais aussi marteler là-dessus, même pour l'image du président Vidi Chimanga, la manière dont l'opinion sportive commence à penser de lui, le mieux serait de jouer. Parce que ce soit un secrétaire, que ce soit un membre de l'équipe qui puisse dire aux joueurs de rentrer sans pour autant jouer, la personne qu'on verra tous, la personne que les gens ont vue, c'est Vidi Chimanga. Mais là, on sait que c'est sa volonté parce qu'on l'a vu le dire lors de la conférence de presse qu'il a tenue après, qu'il était inadmissible de continuer à jouer dans ces conditions-là, sachant que pour lui, tout était clair par rapport aux documents, mais de l'autre côté, les Daring semblent réfuter cela. Mais est-ce que sur ces plans-là, d'une part, on ne peut pas dire que voilà, les équipes quand même auront raison de boycotter parfois certaines pratiques aujourd'hui qui ternissent l'image du football congolais, parce qu'on ne va pas continuer à protéger par exemple les institutions d'Anne si on sait que les pratiques tuent le football congolais, surtout pour les petites équipes qui font autant d'efforts pour remonter la pente. J'ai un vieux qui est aussi au siège du monde sportif, je ne voudrais pas citer son nom, il m'a dit toutes ces équipes-là sont un peu dans des petits trucs d'arrangement, ils sont toujours favorisés, c'est partout. Hein, le fait que les grandes équipes bénéficient des fois des faveurs venant soit de la fédération, soit des instances. Je ne dis pas qu'il faudra encourager cela au détriment des équipes qui sont réputées petites, mais après il faudra respecter aussi certaines logiques. Là où les Aigles du Congo ont faussé, c'est le fait de refuser le match. Refuser d'introduire une réserve, c'est leur droit. C'est leur droit, personne ne pourra leur enlever ça. Et que Desampé qui s'est dit, ils ont payé les bordereaux des licences de leurs joueurs qui n'ont jamais été imprimés, c'est la fédération. Mais c'est ça même l'autre question qui fâche. On a une équipe de dernier qui a commencé son championnat depuis le mois d'octobre, si je ne m'abuse pas, le championnat national, mais dont les preuves des paiements sont mentionnées décembre. Comment vous acceptez qu'une équipe qui a commencé un championnat national du niveau de celui de la RDC, l'une des meilleures nations du football africain, puisse avoir un club qui a payé qu'au mois de décembre pour le joueur qui a commencé depuis le mois d'octobre? Ça ne se conçoit pas. Là où je voudrais aussi interpeller les dirigeants du DSMP, c'est aussi la grandeur d'une équipe, c'est aussi dans la manière dont vous organisez les choses au sein de cette équipe. Oui, certes, il y a aussi des dossiers ou encore certains joueurs dont les licences sont en train d'être traînées peut-être à la fédération, mais c'est aussi à l'équipe de se mettre en règle parce que on s'est dit grand club, on va toujours bénéficier peut-être de la faveur. Ça peut arriver, mais il faudra à tout moment être dans les règles. Après, ils ont payé 30 joueurs sans pour autant les noms de joueurs soient mentionnés. Ils peuvent utiliser 31 joueurs. Il suffit pour eux de changer le fait du match à tout moment en brandissant simplement ces bordereaux-là. Si vraiment ils voulaient avoir les licences, ils auraient dû faire aussi pression parce qu'ils couraient des risques, bien que la fédération peut
à un moment donné leur protéger, mais ce n'est pas aussi pour l'intérêt de la fédération de faire en sorte qu'il s'y crée une anarchie au sein des clubs où on n'arrive pas à imprimer les documents, mais s'il faudra revenir pour ces cas, les Aigles du Congo et les Derrick Mapembe, moi, personnellement, je vois pour ces deux équipes être sanctionnés, certes les DSMP pour le match aller, perdre par forfait, les Aigles du Congo aussi pour le match retour, perdre par forfait. Double forfait, ça fait que les deux équipes sont éliminées et V-Club. C'est un dossier qu'on va suivre de près, mais derrière, il y a également la fédération congolaise qui demande à la FIFA de lui fournir plus d'éléments. Est-ce que on va dire que la FECOFA n'a pas vraiment toutes les informations sur les clubs qui évoluent à sa responsabilité? En fait, la FECOFA va continuer toujours à nous étonner. C'est la même FECOFA qui a induit Mazema en erreur pour les dossiers Janvier Bessala. C'est la même FECOFA qui a conduit V-Club en erreur pour le dossier Traoré. Et c'est la même FECOFA qui a fait en sorte que V-Club puisse la même FECOFA qui a tardé sur la décision entre Saint-Luc et Chika, ce qui fait qu'aujourd'hui on a 31 équipes au championnat. Vivement les élections au niveau de la FECOFA pour qu'on ne puisse pas... Parce que même aujourd'hui, il faudra qu'on crée cette logique. On ne peut pas tirer à boulet rouge sur les Conors parce que ce n'est pas un comité qui est redevable à qui que ce soit. Ni seulement à la CAF, à la FIFA. Ils peuvent gérer autant qu'ils veulent, traiter les dossiers comme ils veulent. Pour eux, c'est l'organisation des élections qui est une priorité. Administrativement, oui, ils peuvent expédier les affaires courantes, mais dans la logique ou encore suivre les clubs à fond, suivre les dossiers tels que c'est là, c'est présente, ils n'ont pas peut-être ces mandats-là. Ils peuvent. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui la FECOFA peut demander à la FIFA les cas des SMP parce qu'ils ne gèrent pas au quotidien ces clubs-là. Pour eux, c'est question de forme. Il faudra assainir les milieux même si dans la continuité demanderait au secrétariat général de la FECOFA de continuer à avoir les mêmes informations qu'avant parce que le secrétariat lui il n'est pas membre du CONOR mais il est secrétariat général de la FECOFA. Mais après si réellement ces dossiers des SMP pouvaient être quelque chose qui peut déclencher beaucoup de choses vivement parce que si on éclaircit les cas des SMP, on va aussi commencer à chercher à ce que tous les clubs congolais soient clean dans leur dossier, que chacun aussi puisse mettre de l'ordre de son côté, qu'il n'y ait pas des contentieux qui ont été bien gérés par la fédération pour qu'un club soit peut-être protégé, amadoué peut-être des sanctions. Parce qu'on se rappelle la période où des SMP a été sanctionné par la FIFA, les clubs par magie réussissaient à recruter et à enregistrer des joueurs pour jouer la Ligue de foot. Et les présidents, c'était le président Villiers. Comment expliquer qu'il a réussi à détourner des sanctions venant de la FIFA et qu'il soit aujourd'hui l'accusateur du club où il a peut-être conduit à des sanctions. J'espère que ça lui donne encore plus d'arguments d'accuser Cédric Mapembe. Alors le championnat national, c'est également, plutôt le football national, c'est également le championnat national de la Lina Foot. On confirme la victoire de Saint-Luc contre Tchunkunku. 1-0, victoire qui renforce encore les unionistes vers le fond du classement et qui permet à Saint-Luc de se relancer. Mais surtout, il y a ces derbies Vita Club, les Aigles du Congo, émaillé surtout par quelques incidents à la fin du match. On ne cessera d'interpeller les fanatiques et les supporters de grandes formations de Kinshasa pour les désordres répétés. Mais alors, Vita Club n'arrive toujours pas à débloquer les verrues des Aigles du Congo. Avant d'arriver là, d'abord j'aimerais dire un mot aux supporters. Celui qui sent que peut-être dans le bataille de Lingala, parce que les arbitres, ce sont des humains, ils peuvent se tromper une fois, deux fois. Ça ne te donne pas la raison où il faudra violer à tout moment la zone neutre. Aucune loi du football congolais dit que V-Club doit toujours battre les Aigles du Congo
où V Club doit gagner tous les matchs. Doit gagner tous les matchs. Donc il faudra comprendre cette logique-là. Et puis pour revenir au niveau de la question, si V Club n'arrive toujours pas à trouver ses verrous pour battre les Aigles du Congo, on l'a vu hier. C'est une équipe de V Club qui certes a dominé le match, mais dominer ce n'est pas gagné. Ils ont manqué de l'efficacité et surtout des lucidités devant les buts, parce qu'il y avait des occasions où il suffisait d'être un peu juste techniquement, ils auraient dû marquer. Je vois l'action des Yosa, je vois Diakana, je vois aussi peut-être les apports des Kaumba dans son côté droit. Généralement, avec le bas a fait ce qu'il pouvait faire sans pour autant faire les nécessaires pour marquer les buts. Mais après, j'ai vu aussi une bonne publicité de notre football. On décriait des fois les niveaux, mais c'est ceux-là qui étaient hier au stade Tata Raphaël ont vu deux équipes tactiquement en place, engagées, sauf qu'il n'y a pas eu de but. Et malheureusement pour les Véclubiens qui sortent de ces matchs avec un point, ils auraient dû gagner peut-être largement, parce que je me rappelle pas trop voir les Aigles du Congo tirer, c'est soit le coup franc de Kikwama et les tirs des Ifofa, mais dans la plupart des cas, c'était sans arrêt, Ndibou sous pression, Moba. Qui a été d'ailleurs décerné au homme du match pour cet affrontement. Je ne peux pas revenir sur ça, mais après, hier, on n'avait pas eu trop d'impression que les Aigles du Congo ont un bon gardien. Les gens qui sont sortis du stade ont plus décrié le manque d'efficacité des attaquants des clubs. Donc pour dire que les tirs qui étaient deux fois non cadrés et certains tirs qui allaient directement là où les gardiens étaient positionnés, je n'ai pas vu un arrêt décisif du gardien aller chercher peut-être une balle. Vous pensez que son trophée n'est pas mérité? Personnellement, je trouve que ce n'est pas mérité. Il y avait peut-être Kaumba qui pouvait être bonifié de ses trophées parce qu'il a fait un match énorme. Déjà défensivement, il a dû bloquer 3 joueurs. Je me rappelle, il y a eu Kikwama, il y a eu Matobo, il y a eu Ikangalombo. Il les a tous maîtrisés. Et offensivement, il a beaucoup apporté. Ou pourquoi pas cerner ça à Boanondo qui, pour moi, reste aujourd'hui parmi les milieux de terrain les plus propres de notre championnat, avec des passes laser, des passes qui peuvent casser des lignes, et surtout ces transversales qui rarement ratent. On pouvait aussi décerner ça à Diakana qui, pour hier, il a commencé comme meilleur des jeux. On a senti que toutes les balles passaient par lui et toutes les occasions aussi dangereuses passaient par lui. Malheureusement, cette occasion à la fin où il s'est mis à les pinceaux, il n'a pas su action prendre. Qui a d'ailleurs créé beaucoup d'étincelles, même si, en tout cas, en franche vérité, il n'y avait pas faute. Il n'y avait pas faute. Vous, comment analysez-vous l'arbitrage d'hier avec Club et Aigle du Congo? Assez moyen, peut-être très bas, parce que dans ces genres de matchs, il faudrait que l'arbitre vous rassure. Déjà dans des petites occasions, déjà quand il y a remise en touche pour peut-être le club, il attribue aux Aigles du Congo. Quand il y a faute évidente que tout le monde a vu, il ne siffle pas. Là où il y a peut-être des fautes dangereuses, où il faudra mettre un carton, il ne le met pas. C'est un arbitre qui, au fur et à mesure, le match avancé, perdait des fois sa lucidité. Malheureusement, ce sont nos arbitres, on n'a que eux, on doit faire avec eux, mais de leur côté, ils doivent améliorer. Si hier, peut-être, il était au moins à un niveau moyen, on serait sorti du stade sans cassure, sans pour autant avoir bavure. Et surtout, quand il doit venir siffler le match des Aigles du Congo, il doit aussi s'attendre à ce qu'il soit bon pour que les suspicions de corruption ne soient pas dites en son nom. Parce qu'il suffit qu'un arbitre fasse une erreur. Parce que ce sont des humains. Je peux être aujourd'hui un arbitre que je dois officier les Aigles du Congo. Ça ne fait pas de moi un dieu qui doit tout voir et puis tout donner selon la logique peut-être que les supporters sont en train de dire. Loin pour moi de défendre les supporters pour ce qu'ils ont fait concernant la dernière occasion où il n'y a pas faute, mais après il y a eu des occasions où l'arbitre pouvait aussi mieux gérer pour ne pas créer ces frustrations, pour ne pas créer ces tensions. Ce sont des matchs à haut niveau où les supporters répondent toujours présents. Demain on aura sûrement des Saint-Pé et les Aigles, on aura 2 Saint-Pé clubs, les supporters vont venir et on ne saura pas gérer les émotions, encore les sentiments de tout le monde, mais quand même il faudra que les supporters pour eux-mêmes se sentent que non, l'arbitre a fait son travail, c'est notre équipe qui a fauché, parce que la saison passée, les Aigles du Congo ont battu en aller-retour avec club au match des playoffs. Si le match aller n'était pas allé jusqu'à son terme, mais le match retour,
Le match a pris fin, 1-0, les Aigles du Congo ont gagné et les supporters des clubs ont applaudi sans pour autant dire que l'arbitre a été mauvais. L'arbitre a fait son match, ils ont senti que leur équipe aujourd'hui, ce n'est pas la pression avec le bien de gagner les Aigles qui fait qu'à tout moment, qu'il s'agite sur toute action de l'arbitre, parce qu'on se dit, le jeune Kabila, il n'a pas été si mal aussi que ça. Même si on va reconnaître que ces arbitres de touche ne l'ont pas forcément aidé. Surtout eux, parce qu'il y a des occasions où il n'y avait pas hors-jeu. Il levait à tort. Et après, c'est l'arbitre central qui doit prendre une décision. Et quand il y a une touche où et l'arbitre de touche et l'arbitre central ne savent pas prendre la même décision, ça gronde toujours. Ça agite le public. Les publics, par exemple, ceux de clubs vont toujours venir avec cette idée-là, qui n'ont plus battu les Aigles du Congo, ça fait plus de 5 matchs. Cette passion-là pour leur équipe, cette volonté-là de voir enfin leur équipe triompher, parce qu'à un moment donné, c'est le fait d'entendre que vous n'arrivez plus à battre les Aigles du Congo. Ils viennent au stade parce qu'ils se disent que aujourd'hui, cette fois-ci, ça sera la bonne, on va battre les Aigles du Congo. Et quand ils arrivent avec cette pression-là, et puis il faisait très chaud à Kinshasa, les nerfs sont tendus, ils sont sous les soleils, et puis quand ils arrivent, la moindre erreur de l'arbitre, ils peuvent après faire des troubles. Et si c'est pas une fois, c'est 2 fois, c'est 3 fois, c'est 4 fois, vous comprenez que ça puisse un peu dégénérer, mais après il faudra aussi rester fair play. On dit que les arbitres sont des humains, comme nous tous, on commet des erreurs par-ci par-là. C'est pas parce qu'on fait les erreurs que tout le monde doit s'en prendre à nous. Et il faudra aussi avoir cet esprit de fair play, dire que il peut faire une erreur aujourd'hui, certes on repart avec 1 point, on est frustré, mais je peux aller... C'était un match de leader du groupe B, les Aigles du Congo, contre Lupopo, plutôt contre Club. On va terminer cette émission par les décisions du jury disciplinaire de la Confédération africaine de football, qui a rendu ses décisions suite aux incidents survenus lors de la finale totale CAF Coupe d'Afrique des Nations, et ont été infligés à la fédération sénégalaise et à la fédération marocaine, ainsi qu'à plusieurs joueurs et officiels pour violation avérée du code disciplinaire de la CAF. Alors, voici les décisions qui ont été sorties. La Fédération sénégalaise de football, le jury a décidé de suspendre M. Pape Bounachao, le sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal, pour comportement antisportif, violation des principes de fair play et d'intégrité et atteinte à l'image du football, d'infliger à Pape Chao une amende de $100,000, de suspendre M. Iliman Tchek Baro Ndiaye, joueur de l'équipe nationale du Sénégal, pour 2 matchs officiels de la CAF pour comportement antisportif envers l'arbitre, de suspendre M. Ismaïl Assar, joueur de l'équipe nationale du Sénégal, pour 2 matchs officiels de la CAF pour comportement antisportif envers l'arbitre, d'infliger à la Fédération sportive, Fédération sénégalaise de football, une amende de $300,000 pour le comportement inapproprié de ses supporters ayant porté atteinte à l'image du football, d'infliger à la même fédération une amende supplémentaire de $300,000 pour le comportement antisportif de ses joueurs et de son encadrement technique en violation des principes de fair play, de loyauté et d'intégrité, d'infliger à la fédération sénégalaise une amende de $15,000 pour faute disciplinaire de l'équipe nationale et de 5 joueurs ayant reçu des avertissements. Et pour la fédération marocaine, les décisions sont le voici. Merci en tout cas à la régie pour ces images. De suspendre M. Akraf Hakimi, joueur de l'équipe nationale du Maroc, pour 2 matchs officiels de la CAF, dont un match avec sursis pendant une durée d'1 an à compter de la date de la décision pour comportement anti-sportif, de suspendre M. Ismaïla Saïbari, joueur de l'équipe nationale du Maroc, pour 3 matchs officiels de la CAF pour comportement anti-sportif, d'infliger à M. Ismaïla Saïbari une amende de $100,000, d'infliger à la fédération marocaine une amende de $200,000 pour comportement inapproprié de ramasseur de balles du stade, d'infliger à la même fédération une amende de $100,000 pour le comportement inapproprié de joueurs de l'équipe nationale et de l'encadrement technique ayant envahi la zone d'examen de la VAR et entravé le travail
de l'arbitre en violation des articles 82 et 83 du code disciplinaire de la CAF et puis d'infliger à la même fédération une amende de 15 000 $ pour l'utilisation des lasers par ses supporters du match. On a l'impression que la fédération marocaine en a eu plus que la fédération sénégalaise, alors que au vu de tout ce qui se disait, c'est en tout cas le Sénégal qui a boycotté ces matchs-là en premier avant de revenir et remporter les titres. Après, l'environnement les veut. La CAN s'est déroulée au Maroc. Quand on parle du comportement des ramasseurs des balles, ce sont des ramasseurs des balles marocains. Ce sont des joueurs, pour la plupart des cas, des joueurs formés au centre marocain. Ils étaient là comme ramasseurs des balles. Et ensuite, il y a aussi ces comportements de leurs joueurs. En aucun cas, le Sénégal n'a pas du tout offensé le Maroc. Par contre, le Sénégal a juste revendiqué à tort la décision des Jean-Jacques Ndala. Par contre, lui qui est sorti d'ailleurs, sain et sauf de ces décisions, beaucoup s'attendaient à avoir des sanctions contre les corps arbitral, mais il n'y en a eu aucune. Par contre, ce sont les équipes et fédérations, voire le joueur qui ont eu ces sanctions. Pour revenir par exemple à ce que je disais sur le Maroc, c'est mérité. Pour Jean Ndala, j'ai dit bravo à lui parce qu'on l'a blanchi, on peut dire ainsi, parce que tout le monde criait sur son arbitrage lors de cette finale. Quand on revient sur les deux actions polémiques, on dit que ce sont des actions, certes, les gens disent oui, il y avait faute, oui, il fallait quand même revenir à la VAR, mais après, il a vu qu'il y a faute, il a sifflé avant que le joueur ne puisse donner la passe et qu'Ismaïla Sarr puisse marquer. Et pour le penalty, il a recouru à la VAR, tout le monde a vu qu'il y avait faute du défenseur sénégalais sur Brahim Diaz. Donc là, son travail, les moments où la minute importe peu. Quand il y a faute, c'est faute. Quand il y a penalty, c'est penalty. Maintenant, pour revenir pour ce qui est du sélectionneur sénégalais, je trouve que cette sanction est peut-être un peu fantaisiste. Il aurait dû être sanctionné au moins une année. On a vu Poutou ou encore Guy Lussadissou qui ont tapé sur l'arbitre. Écopé des 12 mois. Écopé des 12 mois. Mais pour lui qui demande à ses joueurs de quitter la pelouse. Pour une finale de la CAN. C'était la vitrine du football africain. Il fallait vendre mieux le football africain. Il aurait dû faire comme Sadio Mané l'a fait. Inviter ce joueur à rester sur la pelouse. Encaisser un but. Ou encore que les pénalités soient arrêtés, ça ne dépend plus de vous. Là, c'est le destin qui aurait pu décider. Mais lui, pour son rang, un entraîneur qui est censé encadrer ses joueurs, il aurait dû avoir plus de retenues. Parce que si demain, à la Coupe du Monde, le Sénégal affrontait peut-être les États-Unis ou encore la Mexique ou peut-être le Canada au niveau peut-être des huitièmes ou encore des quarts de finale, et qu'il y a pénalty pour ces équipes-là, il va inviter ce joueur à sortir de la pelouse. À un moment donné, il faudra aussi respecter ce que nous sommes africains. On sait tous que la CAN a toujours été combattue ou encore fustigée par les clubs ou encore les équipes européennes. La preuve aujourd'hui, quand on nous impose une CAN tous les 4 ans, c'est parce qu'on veut nous priver peut-être de ces bonheurs-là qu'on avait l'habitude de voir tous les 2 ans. Est-ce c'est pas nous conformer peut-être aux règles actuelles du football, parce qu'il y a l'Europe qui gagne un champ, qui a ces joueurs qui jouent les championnats, les hauts niveaux, mais les joueurs africains sont refusés par de grands clubs parce qu'ils doivent quitter chaque janvier pour venir jouer une CAN. Le Maroc avait tout pour organiser une CAN au mois de juin ou au mois de juillet. C'est la FIFA qui nous a imposé sa Coupe du Monde. La Coupe du Monde. Sa Coupe du Monde des clubs à 32, on n'a jamais compris. Donc cette CAN qui s'est jouée après au mois de décembre pour le mois de janvier, c'est à cause de la FIFA. Mais peut-être là où peut-être ça aurait dû nous avantager, j'ai ri quand j'ai pensé à ça. Si la CAN s'est jouée au mois de juin et juillet, ça aurait pu peut-être faire que le Sénégal soit privé de son sélectionneur, soit privé de ses joueurs avant d'affronter peut-être la RDC au mois de septembre. Parce qu'après la CAN au mois de juin, ils auraient dû nous affronter. On espère en tout cas que ils auraient dû nous la RDC va jouer la Coupe du Monde. C'est déjà pour le mois de mars.
En tout cas, on est arrivé à la fin. Merci beaucoup, Dan, d'avoir Merci. accepté cette invitation. On espère que ça ne sera pas la dernière. Non, quand on sera là. Un dernier mot, peut-être un conseil aux amoureux du ballon rond qui vous suivent. Un dernier mot, c'est qu'il faudra aimer d'abord le sport congolais en général avant d'aller dans chacun sa passion. Il faudra aussi cultiver cet esprit de fair play parce qu'on déplore toujours que nos compétitions ne réunissent pas assez du monde. Et puis tout le monde est en train de fuir aussi là où il y a des ordres parce que si demain il y a des casses, si demain il y a mort d'homme, personne ne voudra revenir à ces compétitions-là. Il faudra avoir cet esprit de fair play, surtout aimer la nation. On n'a que ça, on n'a que la RDC. Et j'espère toujours que pour les U20 qui vont bientôt entrer en compétition, ils vont se qualifier. Et les Léopards Basket qui vont bientôt aussi jouer lors des fenêtres des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2027, ils vont se qualifier. Et on espère toujours que les Léopards A de la RDC au niveau du football vont aller au niveau du Mexique et surtout gagner ces barrages soit contre la Nouvelle-Calédonie, soit contre la Jamaïque et pourquoi pas un jour on puisse aussi voir le Mumbai aux États-Unis. On sent que le Congo nous préoccupe. Merci à vous tous qui nous avez suivis pour ces premiers numéros du mois de février. Merci à Enoch Louyeye qui a abattu un travail de qualité derrière le machine, surtout pour ces images proposées tout au long de l'émission. Merci au DT Gontran Bunga qui nous suivait depuis quelque part et qui a été à l'assistance de cette émission. Merci à Romain Moussansa qui a assuré derrière le caméra. À vous tous qui nous avez suivis. Le rendez-vous pour KMC Sport, c'est déjà demain. Et, à partir des 0h déjà, vous allez suivre la rediffusion, mais aussi à 6h demain, vous allez également suivre la rediffusion. On se retrouvera les dimanches pour un nouveau numéro. Tout au long de la semaine, on sera là dans les 3 éditions du journal avec les informations sportives, soit avec Jevoni Moulumba ou avec Bienvenue Famba. D'ici là, portez-vous bien et bonne soirée à tous. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit. C'est bien. Never gonna quit, man, never gonna quit. I just took another hit, man, took another hit. I'm about to lose my shit, man, I'm just fucking lit.